Bienvenue au podcast en deux choses de métal. Le podcast animé par moi, Marco. Alors, sur Pizza au Québec, TJ le Day. Salut, chef. Salut! Joyeux Halloween! Ah non, c'est fini. Ben, c'est passé, oui, mais c'est pas grave. Joyeux Halloween pareil. Pour ceux qui j'espère que vous avez eu du fun. Beaucoup de bonbons. Pas trop de. Comment ils appelaient ça, les bonbons pas bons, là? Mais c'est bon, les Tootsie Rolls, mais c'est pas tout le monde qui aime ça, là. Les Clandac. Les Clandac, c'est bon, Chris. C'est juste ça pogne les dents, c'est tout. Ça pogne, exact. Puis, mouillé, hein, aussi, c'est pas beau. Non, ça fait une couple de jours qu'il fait pas beau au Québec, à Montréal surtout. Parlant de pas ça beau, va avec. la semaine prochaine, au podcast, on va avoir Alfredo et Christine Ziano. Non, je suis pas gentil de dire ça. Puis c'est pas la semaine prochaine, c'est dans 2 semaines. Ah, c'est dans 2 semaines, ok. Ouais. OK. Je vous dis tout de suite, si vous l'écoutez en audio, switchez sur YouTube. Au moins pour le début. Switchez. Là, arrête, t'attends trop là, en disant ça. Là, arrête. Là. On en reparle mardi. Facelift total. Ce serait malade qu'ils reviennent avec des lèvres gonflées aussi. Oh là là. Bon. C'est ça. C'est ça. Aujourd'hui, c'est plus léger. Hein? Ben oui, quand même, ça va dépendre. On va peut-être avoir une couple de débats pareils. Là. Je ne sais pas comment on va être sur l'échelle de passion là-dedans, mais ça se peut. J'ai oublié quelque chose dans mes matchs. C'est pas grave. Qu'est-ce que tu veux dire? Un match, non, peut-être pas. On en reparlera tout à l'heure. Okay. Mais je vais le dire, là, dans mes. C'est moi qui ai fait j'ai fait les graphiques pour les deux. Fait que j'ai su en avance que toi, tu t'avais comme choix. Fait que toi, tu ne sais pas les miens. Là. Mais beaucoup, là, on a une couple qu'on n'a pas, les mêmes évidemment, parce qu'on ne peut pas faire différent de tout le monde tout le temps. Là. Mais il y a une couple qui est différente des autres. Puis il y a une petite affaire qui revient souvent là-dedans, c'est que, quand on va être rendu, je vais le dire, mais il y a une petite raison pourquoi ça c'est pas tout à fait pareil. Là. OK. Toi, tu es peut-être plus allé dans. Moi, je suis allé dans. Moi, c'est plus dans le single match. Là. Toi, t'es vraiment plus varié là-dessus. Là. Ben, j'ai tous des single matchs. Ah, OK. Je comprends ce que tu veux dire. OK. Ouais. Bref, mais avant ça, il faut parler des podcasts qu'on avait récemment. Là, je suis mélangé, ça va. Ouais, c'est celle-là. Ouais, c'est encore celle-là. Dans les podcasts, c'est la biographie de Mick Foley, Cactus Jack, Mankind, Dude Love, name it. Allez donner un peu d'amour. Je m'attendais à un petit peu plus d'amour pour Mick Foley. Ouais, mais. On lui donne un peu d'amour à Mick Foley, pour vrai, il mérite. Pas parce que vous connaissez tout par sa carrière qu'il ne faut pas l'écouter. Je pense pas qu'ils connaissent tout. Je pense pas que le début, c'est tout le monde qui sait ça. Ben, peut-être pas, là, mais beaucoup. C'est quand même bien documenté, la carrière de Mick Foley, là, puis sa vie aussi. Il y a eu pas mal de trucs. C'est pas grave, allez voir pareil. On sait jamais, on va se coucher le moins niaiseux, on apprend tout le temps quelque chose de plus qu'on sait pas. C'est vrai. Et après, oui, la semaine prochaine. La semaine prochaine, ça va être au podcast Top 10 des meilleures équipes Survivor Series. Donc, c'est ça. Il y en a beaucoup quand même. Hein? Ouais. Puis, Survivor Series 1992 à comparer. Ah, je savais pas que tu avais mis Alfredo sur le poster. Shut up. Accompagné d'Alfredo Christine Ziano qui va être là. Nature Boy, Christine Ziano. Et le premier Survivor Series de l'histoire, 1987, ceux qui ont acheté les coffrets à l'époque, les premiers coffrets qui ont vendu de Survivor Series, ben, vous l'avez vu, on l'a tout pas mal à la maison. Toi, je sais que tu l'as, moi je l'ai aussi. Ouais. Fait que... Il y en a un sorti 2, par exemple, ça qui est plate de ce coffret-là. Il avait commencé, mais il a arrêté après le deuxième. Je sais pas pourquoi, là. Non, je ne me l'ai pas vendu, non, je l'ai acheté moi-même de quelqu'un. Je t'ai pas vendu un bundle à un moment donné, non? Je pense pas. En tout cas, si tu me l'as fait, je me rappelle vraiment pas, là, mais bon. Il devait être un prix d'amis. Bon, ça doit être tout, hein. Voilà. Ouais, et on va finir ça avec la biographie de Stone Cold Steve Austin de Rattlesnake, dernière biographie de l'année 2025. Puis, mois de novembre très chargé. Ouais. Puis, je vais annoncer de quoi au mois de décembre, que tu ne sais pas encore, mais je vais t'en parler avant, puis je vais l'annoncer mardi à travers la table. D'accord, parfait. C'est rien de fou, là, mais non. C'est quand même nice. OK. Et votez pour le thème favori de l'histoire du Monday Night Raw. Ça va être lundi, on continue le tournoi. Les demi-finales, si je ne me trompe pas, c'est ça? Ou non, c'est les 8 dernières. Ben là, on continue. On est en première ronde encore pour 3 jours encore.
OK. Fait que c'est ça. Donc, aller voter sur Facebook et Instagram. Instagram, un petit peu moins de votes que Facebook. Mais c'est comme je te disais, donc c'est niché quand même comme. Ouais, mais maintenant, les tournois, on va faire le tour, là. Ouais. Le tournoi de la plus belle coupe de cheveux, par exemple, Ouais, on pourrait c'est le ça. faire. Au podcast, on va faire ça maintenant. Bref, puis évidemment, il en a parlé tantôt, il va y avoir une petite annonce mardi à travers la table, fait que manquez pas ça, à travers la table. Oui, puis allez voir le dernier aussi avec Marie-Lee Rose qui nous parle de sa Ouais. carrière à l'international. Ça, c'était mardi passé. Toujours très apprécié quand elle fait quand elle vient faire son tour. Absolument, absolument. C'est ça. Es-tu prête? On parle de quoi aujourd'hui? Bon, on parle de victoire surprise! Que voilà. Il a l'air surpris, le monsieur. Hein? Ben oui, mais c'est normal. Il attend de voir c'est quoi nos victoires surprises. Top 10 qu'on a chacun. Est-ce que sur le poster qu'on voit sur YouTube et sur les réseaux sociaux, est-ce que tous ces matchs-là sont dans les victoires surprises? Là, je ne nommerai pas de punch. Là. Il y en a un que moi, d'après moi, il n'est pas là. D'accord. Mais là, est-ce que tu commences? Ça, c'est dans mes affaires que j'ai, c'est toi qui commences. Fait que tu n'as pas le choix si tu veux, mais. Fait que dans le fond, tu me demandes si je commence, mais tu veux que je commence. Mais dans l'affaire, c'était pour que tu commences, mais si tu ne veux pas commencer, c'est pas grave, je peux m'arranger pareil. là. C'est ce que je te dis. OK, ben je vais commencer. Parfait. Numéro 10 pour Marco. OK. Je pensais que tu s'en allais ailleurs. Numéro 10, ben, c'est Shelton Benjamin qui réussit à battre Triple H. Ça, c'était un Monday Night Raw. L'année, c'était quoi, 2005? Je crois que c'était 2004, il me semble. 2004, c'était pendant le règne de la terreur, par exemple. Hein? Non, il Ou un peu après? n'était pas champion. Je pense que c'était Benoît le champion dans ce temps-là. OK, fait que c'est un peu avant Ouais. le. Après. Tu veux la date exacte si tu veux. Là. Je l'ai, je pense, la date exacte. En plus, attends, je peux te trouver ça. J'aurais dû l'écrire, là, rendu là. Pas fait mes devoirs Ouais. comme du monde. C'est pas grave. Mais C'est léger aujourd'hui. bref, tu sais, pourquoi c'est un upset? C'est qu'à l'époque, évidemment, Triple H ne perdait pas souvent contre grand monde. Il y a eu 2-3 fois que c'est arrivé des upsets contre lui. J'aurais pu en mettre un autre que je ne sais pas si c'était lui, fait que j'en parlerai pas tout de suite. Oui. Je le garderai sur ma liste. Mais Shelton, à l'époque, c'était un gars que tout le monde voyait comme un main eventer parce que tout le monde l'aimait beaucoup, voulait qu'il soit là. Ça a été aussi un des meilleurs dans les Money in the Bank. Fait que le fait que Triple H perde contre lui à cette époque-là, c'était quasiment impossible. Là, même s'il n'y avait pas d'enjeu dans le match. Il n'y avait pas tant de victoires surprises que ça à l'époque non plus. Là. Non. Surtout dans les shows télévisés, là, les house shows, ça pouvait arriver. Là. Fait que moi, je suis allé avec celui-là parce que je pense que Shelton aurait pu. Je pense pas que c'est un World Champion Material, mais il y a 2 fois que c'est arrivé dans sa carrière contre Triple H puis contre Randy Orton aussi, où il aurait pu peut-être faire le step de plus pour monter. Fait que j'ai choisi ça en numéro 10, mon cher. Bon, ben oui, puis c'était le 29 mars 2004. Fait que, OK. un petit peu après le draft de 2004, là, après WrestleMania. 2 mois après le Rumble. Oui, exactement, oui. Puis, donc, c'est ça, fait que, genre, on peut regarder l'émission pour qu'est-ce que moi je veux dire tantôt, parce qu'il va revenir tantôt dans le top 10, c'est sûr. Fait que, voilà, numéro 10 pour Marco, c'est ça, Shelton Benjamin contre Triple H. Ouais. Moi, Pourquoi? j'ai fait un top 10, mais j'ai fait un top 11, si on veut. Parce que j'ai une mention honorable pour la 11e position, qui n'était pas dans mon top 10, mais que je voulais souligner quand même. Et voici. OK. C'est pour ça que. Voilà. Ouais. Fandango contre Chris Jericho à WrestleMania. Je pense que c'est quoi? C'est WrestleMania 28, ça? Oh, possible, ouais. Mais je sais pas si c'est. Oui, c'est un upset. Mais contre Chris Jericho, c'est des affaires qu'on peut s'attendre. Ouais, mais pas nécessairement dans ce temps-là. Là. Fait que, vu que tu l'as mis dans la mention honorable, je trouve qu'il fit bien dans la mention honorable parce que c'est. Ben oui, Jericho a toujours donné des victoires à du monde. Là. Pas nécessairement. Ouais, mais là, c'est parce que c'était un gars qui avait rien prouvé encore. Là. Il y avait juste une gimmick, puis il n'y avait rien d'autre. Ah, je sais bien. Ouais. Il avait perdu contre du monde comme Evan Bourne dans le temps, qu'Evan Bourne, au moins, c'était un lutteur qui avait du potentiel, là, comparativement à Fandango, qui était une joke un peu, si on veut. Là, c'est pour ça qu'il est mention honorable, parce que c'est pas dans mon top 10, mais pas loin. Je voulais le souligner parce que à l'époque, c'est une victoire qui avait surpris tout le monde. Là. Ouais.
pour ça, oui, là, parce qu'on ne voyait pas Fandango nulle part vraiment à part ce qu'il faisait. C'est WrestleMania 29 que c'est arrivé. Ah. Puis, mais est-ce que tu trouves qu'ils ont manqué le bateau avec Fandango? Tu sais, maintenant, il était très populaire avec sa tune, là, tout le monde faisait du Fandangoing à tous les shows. Même dans les affaires de sport, ça arrivait souvent aussi. Là. Même que sa tune, je pense, sa tune d'entrée, je pense qu'elle était numéro 1 sur iTunes, je pense, un moment donné. Là. Ouais. Ouais. Ben, à l'époque, je t'aurais dit oui. Aujourd'hui, avec du recul, c'est plus facile de te dire non parce que je pense qu'il y a beaucoup de lutteurs que c'est un passage, là, qui ont toutes leurs 5 minutes de gloire, là, mettons, là, la saveur du mois. Là. Mm-hmm. Fait que, évidemment, il a fait de la bonne job après avec Breeze en équipe aussi. Ils ont eu des des bons moments. Fait que non, je pense que bon, il a déjà été champion intercontinental. Il me semble que oui. Je crois que oui. Ouais. Moi, je pense qu'il a quand même une belle carrière dans ce qu'il a eu. Puis non, ça va. Je pense qu'il a fait une bonne job en général. Mm-hmm. Il aurait pu peut-être capitaliser un peu plus après quand il était super over. En même temps, c'était un heel aussi, fait que c'est plus dur de capitaliser en baby. À moins qu'il aurait pu tourner en babyface, ça aurait pu aussi. Là. Mais bon. Mais quand même, je trouve que Johnny Curtis, le gars qui fait Fandango, c'est un bon lutteur. C'est sûr que c'est pas le second coming de Bret Hart, là, mais il est solide pour vrai pour un lutteur professionnel qui ont buildé from the ground up. Je trouve qu'il fait la job. Là. Ouais, bon ajout. Ouais. Et là, pour le vrai numéro 10 de mon countdown des victoires surprises, Barry Horowitz qui a battu Skip à l'épisode de Superstars en 95 avec évidemment Gorilla Monsoon et Bobby Heenan, pas Bobby Heenan, mais Jim Ross au commentaire avec Jim Ross qui capote quand il a la victoire. Puis, tu sais, Barry Horowitz, c'est un gars qui jobbait à WWF depuis 1984. Fait que c'est quand même un gars qui a fait son petit bout de chemin sans jamais rien gagner ou presque. Là. Il a gagné une couple de matchs jobber contre jobber, là, mais c'est pas. Personne ne se rappelle de ça à part moi. Là. Mais non, c'était cool parce que c'est genre out of nowhere. Puis tu sais, ils l'ont poussé un peu plus après. Là. Il y avait sa tune d'entrée. Il y a un partner. Il a fait des matchs à SummerSlam contre Skip, un rematch. Il a fait une alliance avec Akushi. C'était quand même le fun pour l'époque. Là. Puis, tu sais, il y avait sa toune Ava Nagila. Puis, Skip, à ce moment-là, il était champion par équipe, non? Non, c'est avant qu'il devienne tag team avec Zip Tom Pritchard. C'est quand il était le projet solo avant, là, dans le fond? Oui, il avait juste lui et Sonny, là. Il commençait, ça fait pas longtemps qu'il avait commencé, là. Fait que, tu sais, oui, techniquement, c'est peut-être pas la plus grosse surprise parce que Skip avait venu de commencer puis c'était pas un gars qui était seté depuis des années, là. Mais non, pour vrai, c'est une petite surprise. Surtout, l'upset est plus le fun parce que c'est out of nowhere puis que l'autre n'a jamais gagné ou presque, là. Si ça aurait été un gars qui avait fait une coupe de victoire puis on l'aurait tout vu à la TV avant qu'il batte Skip, ça aurait été bon. Il a gagné un match un peu plus important, mais il n'avait jamais gagné présentement jamais. Je pense que ça fait c'est genre 0 victoire puis genre 250 défaites, une affaire de même. C'est le fun. Mm-hmm. C'est pour ça que c'est 10e, parce que c'est cool, c'est un feel-good moment puis c'est out of nowhere, mais c'est pas quelque chose que, à part genre les die-hard vont se rappeler. Là, ouais. Mais tu sais, c'est ça, c'est que des fois, c'est un peu plus liché. Puis il y a des raisons. Il ne faut pas juste que tu regardes les gros noms en disant c'est un upset parce que lui a battu lui ou que. Moi là-dedans, il y a beaucoup de. Est-ce qu'en temps normal, il aurait gagné ce match-là? Il y a quand même des nuances dans chacun de mes choix en général. Il y en a un que j'ai oublié, je vais leur dire à la fin, mais je m'en veux de l'avoir oublié. Il aurait dû être là. Ah, tu vas peut-être l'avoir dans mon countdown, peut-être, je sais pas. Probablement, oui. Ouais. Et là, on passe de ça à quelque chose que pas beaucoup de monde se rappelle ou presque, à tout le contraire totalement. Oui, évidemment. En numéro 9, pour moi, c'est la streak d'Undertaker qui finit à WrestleMania contre Brock Lesnar. Donc, oui, à chaque année, on se demandait est-ce que ça va finir, est-ce que ça va pas finir. C'est souvent ça que les winning streak Goldberg, c'était la même chose à l'époque quand Goldberg avait moins d'adversaires qui pouvaient le battre. Se connaissait plus à WCW aussi. Ouais, aussi. Mais oui, c'est une grosse surprise qu'ils perdent parce qu'il aurait pu facilement rester invaincu toute sa carrière vu que c'est un WWE guy, c'est un ami de Vince McMahon, c'est un gars de compagnie, c'est un gars loyal. Mais pourquoi il est si loin dans mon classement, c'est que oui, c'est une grosse surprise parce que c'est la fin d'une ère puis que
On s'en attendait, mais on s'en attendait pas. Je le mets quand même là parce que c'est un gros step. Je suis pas surpris que ce soit Brock Lesnar qui gagne parce que Brock est dominant et qu'il peut battre n'importe qui, n'importe quand. Fait que ça fait du sens qu'il est capable de battre Taker. Mais sur le moment, tu sais, on s'attend tous au kick-out pour comme ils vont nous faire croire que finalement c'est pas fini, que c'est fini, mais c'est pas fini. Puis là, ben, le compte de 3 arrive, puis tu fais ah ben, c'est là que ça finit. Fait que c'est une surprise, mais c'est une mauvaise surprise parce que je pense que ça aurait jamais dû finir de cette façon-là. Mais si tu veux y aller, mettons, hors kayfabe puis plus legit, ben, c'est normal que Brock Lesnar batte Undertaker saute à son âge. Ouais. En même temps, est-ce que c'est vraiment ce que Taker aurait voulu ou que, tu sais, peut-être qu'il est comme la main forcée par Vince peut-être à faire à changer de décision pour ça. Mais non, évidemment, c'est surprenant. Là. Mais regarde, ouais, mais je vais le dire souvent, là, je ne veux pas tout dire, tout ce que je pense sur quelque chose si j'allais dans mon countdown plus tard. Là. Fait que, spoiler alert. Là. Fait que je vais regarder pour tantôt, mais non, je comprends ton raisonnement pour que ce soit numéro 9 pour toi. Bref, prochaine position pour moi, mon numéro 9 à Nitro en 98. Rey Mysterio Jr. qui bat Kevin Nash. Fait que ça, c'est vraiment pas ce qui a propulsé Rey comme main eventer. Là. Faut pas exagérer parce que le W, il y a une coupe de soubresauts, mais c'était plus un mid-carder no matter what. Là. Mais pour vrai, à WCW, ça l'a mis sa map en tant que gars à faire attention, pas trop prendre à la légère. Parce qu'après ça, il y a une série de victoires après ça contre des gars plus gros. C'était le Giant Killer. Là. Il avait battu Bam Bam, il avait battu Scott Norton. C'est pas si bien Scott Norton, comment il avait battu. Oui. Comment que le match avait fini? Attends. C'est tellement niaiseux. Là. Ah, fuck. C'était pas genre avec. Il a essayé de faire un. Il a fait un genre de sunset. Il l'a écrasé avec ses fesses, puis après ça, il l'a repogné en pile. Non, c'est pas ça? Non, c'est pas ça. Ce qui est arrivé, c'est que maintenant, Norton, il pogne Rey par la gorge. C'est comme s'il ferait des affaires un chokeslam. Puis Rey, je sais pas, l'arbitre est distrait ou je sais pas trop. Puis Rey donne un low blow à Scott Norton. Puis Norton, il le bombe genre, tu sais, comme un arbre qui tombe dans le bois, là. Ouais. Il fait genre. Après ça, l'autre, il fait juste le pin de même après. Je fais, what the fuck, c'est drôle en crise. On dirait que je me souviens du low blow, mais je me souviens pas que ça finissait de même. Ouais, il avait fait le low blow, puis il avait bumpé comme genre, tu sais, comme le low blow, tout fait ah, tu te tiens, puis ça fait super mal, mais lui, il a juste resté genre en transe, puis il est comme tombé comme un arbre dans le bois, fait que c'est comique, mais c'était pas le meilleur sel. N'importe qui a des chenolles, quand tu te fais frapper là, tu réagis pas de même, là, ça fait pas mal plus mal. Là. Mais oui, mais non. Fait que c'est ça. Puis non, victoire contre Kevin Nash, c'est la première qu'il a tout commencé ça. T'sais, il avait feudé avec lui un peu avant avec Conan puis Lex Luger aussi. C'est le tag team match, je pense que c'est Conan puis Luger contre... Ah, c'est Scott Hall, pas vrai. C'est Scott Hall puis Kevin Nash, l'Outsiders, contre Conan puis l'autre, puis Ray. Puis s'il perdait, je pense qu'il fallait qu'il lève son masque. C'est pour ça que dans ce match-là, ben, Ray n'a plus de masque. C'est genre l'aftermath de ça. Là. Fait que c'est à cause des autres, à cause des Outsiders que Ray a enlevé son masque. Fait que non, c'est le fun, c'est surprenant. Puis à ça, quand tu sais qu'est-ce que Ray Mysterio a fait plus dans sa carrière, c'est quand même nice de voir que ça a commencé là, techniquement. Là. Mais non, pour vrai, moi, comme numéro 9, je trouve que c'est correct. Je sais pas. Oui, c'est le fun. Un peu comme mon numéro 10. Là. Oui, c'est le fun, mais c'est pas tout le monde qui s'en rappelle, malheureusement. Ouais, mais c'est ça qui est le fun aussi, c'est que pour nous, on va avoir des matchs pareils qui vont être différents selon l'émotion qu'on a vécue à ce moment-là aussi. C'est ça qui est le fun. Oui, absolument. C'est ça qui fait que c'est différent. Fait que si j'en parle pas trop, c'est parce qu'on s'en parle plus tard. Oui, ben c'est ça l'affaire. Ça va arriver souvent dans le podcast. Fait que si, mettons, vous trouvez que Chris, il aurait pu élaborer plus là-dessus, ben attendez. Fait que là, t'es numéro 8? Oui! Ouais. Et oui, un gars qu'on a déjà reçu au podcast, Santino Marella, qui bat Umaga pour le titre intercontinental à sa première soirée, le Miracle de Milan. Pas Milan les années, là, Milan la ville. Oui. Puis pas non plus, comment il s'appelle, Milano. Là. Non, pas Frank Milano, non, pas lui. Non. Fait que, on se rappellera que Santino était dans la première rangée. Après ça, Umaga qui était. Dans le fond, c'était ce qui menait à la storyline éventuellement de Umaga contre Bobby Lashley à WrestleMania avec Trump et McMahon avec le
le Air versus Air, que Vince se fait raser. Si vous avez jamais vu ça, allez voir ça. C'est un moment d'anthologie. Pour vrai. Surtout les follow-up avec le chapeau. Là. Mais oui, je l'ai mis là parce que pour moi, puis là, vous avez dit, ah ouais, t'as mis ça avant Taker. Oui, parce que Santino n'était pas connu, c'était pas un lutteur. On l'avait jamais vu à WWE. Puis gagner le titre intercontinental d'un gars de la foule, première soirée contre un monstre comme Umaga qui était vraiment over. Pour le faire, là, c'est un gros. Puis je pense que ça serait jamais arrivé si c'était pas la storyline avec Vince McMahon. Je pense que c'était plus pour un tremplin pour la storyline après. Puis que... Ben, c'était pour que Lashley sa revanche sur Umaga puis Vince parce que c'est dans qu'il y avait le ECW Championship, me semble aussi dans Balance qui était avec eux autres. Puis non, c'est cool. Puis évidemment, ça va donner le temps, le petit moment où c'est quoi ton nom? Santino Marella! C'est ce moment-là qu'on en parle souvent de nous autres. Puis c'est fou parce que, comme j'ai dit, Santino est venu au podcast. On l'a vu quelques fois avec la Main Event Wrestling aussi à Montréal. On l'a vu à TNA, on l'a vu à Maple Leaf Pro Wrestling. Ben, je l'ai vu, t'étais pas là cette soirée-là, toi. C'est pas choqué. Ouais. Non, je suis pas choqué. J'ai déjà laissé un de nos partisans avoir des billets pour y aller. Okay? Ah, c'est ton grand cœur, ça, hein, quand? Ben, j'ai un grand cœur. C'est ça. T'es sûr que t'as un grand cœur? Okay, c'est juste ça, moi, c'est un grand cœur, c'est tout ce que j'ai. En tout cas, toi, si tu penses que t'as un grand cœur, ça serait une vraie joke, hein? C'est ça. C'est mal utilisé. T'as baissé le son, c'est pour ça que t'es mal utilisé. Tiens. Pas baissé le son, hein? Il est au bout, là. Bref, c'est ça. Santino Marella qui a eu une carrière, oui, beaucoup de blessures, mais il est tellement over, même à Star quand il va à NXT, ça tourne pas, puis il est acclamé. Là, fait un personnage important pour le futur de la WWE par la suite et toutes les autres compagnies qui ont fait affaire. Absolument. Numéro 8 pour moi. On en parlait un peu tantôt. Shelton Benjamin contre Triple H en 2004 à Raw. Puis, on a parlé un peu tantôt que ça avait fait pour Shelton. Là, ça l'avait comme mis ça l'a élevé en tant qu'autre chose qu'un tag team wrestler avec Charlie Haas, avec World Tag Team qui était avec avant. Puis non, c'était bon. Puis je me rappelle comment ça avait commencé. Là. C'est à l'époque, il y avait le draft avec Triple H. Puis il s'est fait drafter par SmackDown. Puis là, tu sais, il était dans le locker room. Puis il buvait sa gorge d'eau. Puis quand son eau, il a craché toute son eau. Puis tout le monde était bien content. Là. Puis là, backstage, Triple H, il était avec Evolution, puis il se promène, puis il voit Benjamin tout content, puis il pense qu'il riait de lui. Là. Fait qu'ils l'ont comme bullié. Ouais. Ils l'ont comme bullié pour prendre le match. Puis puis dans le match, c'était bon, là, c'était vraiment intéressant. Là, c'était quand même un bon match de run, un bon main event. Puis il y avait Ric Flair qui voulait intervenir, puis il y a Chris Benoit qui est arrivé pour contrer Triple H puis Ric Flair. Puis, à un moment donné, il y a une affaire qui se passe. Benjamin fait un move à Triple H, puis Ric Flair, il fait un sucker punch avec l'extérieur du ring. Pendant ce temps-là, Benoit, il pourchasse Flair, puis Flair, il bag off comme il fait d'habitude. Pendant ça, Triple H, c'est comme de travers vers le coin, puis il reçoit un Stinger Splash, puis roll up 1, 2, 3. Puis c'était vraiment nice. Là. Moi, à l'époque, je me rappelle, je l'avais regardé live, puis évidemment, en 2025 et en 2004, c'est la même affaire, j'avais pas Triple H. Là. Fait que j'avais popé hard en esti pour cette victoire-là. Puis je sais pas pourquoi, mais la tune que Benjamin avait dans ce temps-là, je trouve que ça avait accentué un peu le fait qu'il avait gagné. Là. C'est comme. C'est-tu sa tune et non-stop Mina, non? Non, il y avait une tune générique, mais la tune était bonne quand même pour une tune générique. Là. Mais je trouve ça avait comme rajouté de plus au segment pour moi. Je sais pas pourquoi, là, mais. Ah, puis tu sais, il y a ce moment-là, puis il y a un autre moment aussi que, parenthèse, qui n'a pas gagné, mais je pense que c'était sur le Beat the Clock Challenge avec le Super Kick contre HBK. C'était un Beat the Clock Challenge, hein? Non, c'était juste un Gold Rush. C'est le tournoi. Ah, Gold Rush, ouais, c'est ça. Ouais. Fait que 2 bons moments contre les gars de la DX pour Shelton. Ça avait été tout un match, ça aussi. Meilleur que celle contre Triple H, c'est normal. C'est Sean quand même. Ouais. Mais c'est ça. Il avait aussi fait une coupe de match par après. Puis je sais pas que c'était en crise qu'il avait perdu contre Shelton Benjamin. Fait qu'il a fait une coupe de match. Puis à toutes les fois, Shelton gagnait le match, mais genre par carnal, par DQ. Ouais. Il n'est pas tant de même. Fait que je pense que éventuellement, plus tard, ils sont affrontés un peu plus tard quand Triple H était babyface. Puis Benjamin était rendu heel avec ses cheveux blonds. Là, le gold standard. Là. Il avait repris sa revanche un peu, mais à l'époque de cette affaire-là, il avait fait une coupe de match un contre l'autre, sauf que ça soit en normal, en one-on-one, en six-man, whatever. Puis il avait tant gagné contre Triple H. Il avait genre 5-0 contre Triple H. Puis il a juste puni une fois, là, mais il y avait des victoires pareilles contre lui, là, dans les tag match et toutes les autres affaires. Là.
Mais en Gold Standard, c'est quand lui était avec sa mère puis que Triple H était en DX avec Shawn, non? Non, plus tard. Gold Standard, c'est quand il était ECW. Il était dans le ECW brand, puis il avait remonté dans le main roster à SmackDown, puis c'était tondé les cheveux blonds, puis il s'appelait le Gold Standard. Là. OK. Ouais. Fait que voilà, mon numéro 8. Fait que voilà, t'es prêt pour ton numéro 7? Oh yes! Numéro 7, une victoire très, très, très controversée. À la base, ça ne devrait pas être une surprise parce que WCW, c'est le genre de truc qu'ils font pour choquer le monde, puis c'est because it's WCW, mais Ben, on dit ça là, mais à l'époque, ça l'était. ça l'était, puis ça s'était hautement documenté. Là. Arquette a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de hate par rapport à ça. Il a même fait un retour après ça. Il est allé faire des deathmatchs pour dire que non, moi j'aime vraiment la lutte, puis j'ai fait ça pour l'amour de la lutte, puisque lui, il voulait pas être World Champion à la base. C'est pas lui qui a décidé ça. Puis non, c'était gros. Puis tu sais, quand tu donnes, moi, c'est un peu comme Santino puis Umaga. Quand tu donnes un titre intercontinental, mais là, c'est la grosse belle, la Big Gold, qui a tellement d'histoires avec des lutteurs renommés. Quand tu donnes ça à un acteur, c'est très controversé. C'est un upset. Puis encore là, c'est pas un bon upset. C'est une victoire qui aurait jamais dû arriver dans le courant de l'histoire. C'était juste un stun, dans le fond, pour choquer le monde, puis 2, parce qu'il y avait le film qui sortait, Ready to Rumble, puis c'était la grande vedette, puis il voulait qu'elle ait la belle pour les premières, puis les entrevues de télévision. Là. Fait que non, mais quand même, ce que je trouve drôle là-dedans, mais pas drôle, mais ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que quand même David Arquette, là, malgré le fait qu'il ne voulait pas gagner à la belle, puis il l'a eu pareil, là, il faisait une crise de bon job, pareil, comme c'était crédible. Là, il n'était pas genre le gars le brave qui va challenger tout le monde pour la belt. Il avait la chienne, mais il faisait un très bon jeu d'acteur, puis il était vraiment crédible en tant que champion, là, pour vrai. Ben, tu sais, évidemment, c'est un acteur. En tant que champion, mais comprenez ce que je veux dire. Ouais. Comprends, oui. Mais exact, il a joué, lui, il s'est dit, en partant, ça ne marche pas que je sois là, fait que je vais jouer comme je suis vu par les fans et par la business, puis c'est exactement ça qu'il fallait qu'il fasse. Ça n'aurait eu aucun sens qu'il y ait voir des lutteurs qui sont 2 fois plus gros que lui, 3 fois plus gros que lui, puis qu'il n'ait pas peur. Ça ne marche pas de même. Puis éventuellement, il a fait un heel turn, puis il a aidé un certain Jeff Jarrett à gagner la belt. Ouais. Oh, pas sûr de le faire pendant tout. On tu viens de tuer quelqu'un, toi, là? C'est quoi? Ouais, mais. C'est bien violent. Il a fait ma position numéro 8. Ouais, fait que c'est ça. Fait que non, pour vrai, ben c'est intéressant pareil. Là, c'est malheureusement une affaire qui va rester longtemps dans la mémoire de tout le monde, là, surtout pour ceux qui aimaient beaucoup la WCW. Là. Puis on avait parlé un peu avec Vince Russo quand il y a nos podcasts. Là, fait qu'allez voir ça, ça n'avait pas bien entrevu. Ouais. Puis allez voir aussi, il y a quelques années, au mois de décembre, on fait toujours un film. Puis on avait fait le documentaire de David Arquette. You Cannot Kill David Arquette, je pense. Ça. Ouais, allez voir ça sur la lutte puis tout. C'est très intéressant comme documentaire. Dans le temps du Dash King Verdio. Ouais. Moi, j'ai arrêté parce que. Une chance, parce que. Mais tu sais, parenthèse, là, quelqu'un qui voulait qu'on parte un podcast de hockey puis de sport, j'ai fait. Qui ça qui a dit ça? Ah, tu connais pas. OK. Mais. La misère à vivre. Alors, oublie ça. J'aimerais ça parce que j'adore parler de sport. Puis ça pourrait être drôle en plus, nous autres. C'est juste que maintenant. Tu sais, mettons, une affaire de hockey, mettons, ça pourrait être le fun, mais bon, on va avoir du temps aussi. On va parler, genre, mettons, du pool de hockey que à date, ça va quand même pas pire. Oh, ouais, à date. Bref, fait qu'on est rendu à mon numéro 7. Moi, mon numéro 7, c'est ceci. Kevin Owens contre John Cena à Elimination Chamber. Puis évidemment, ben, c'est sûr qu'avec des yeux de 2025, c'est comme, bon, c'est rien de spécial. Là. Kevin Owens a battu plein de monde par la suite. C'est comme une grande vedette, le monde de la lutte, puis tout. On l'aime tout. Mais à l'époque, c'était pas pareil. Bon, toi, je sais, là, mais c'est parce que c'était pas personne qui. Pourtant, tu devrais l'aimer, Kevin Owens, parce qu'il n'y a pas grande différence entre toi et lui, côté. En tout cas, on va regarder ça demain. On est gros, on a une barbe, puis on n'aime pas personne. Genre, ouais. Mais je suis lui, il aime plus de monde que toi, je suis sûr. Bref, c'est ça. Non, mais à l'époque, Kevin Owens était NXT Champion. C'est à l'époque où Cena faisait beaucoup d'Open Challenge pour sa US title. Puis tu sais,
ils l'ont fait une couple de fois là, avec du monde d'NXT qui ont monté pour apporter Cena, puis il n'y a pas un Chris qui gagnait. Là, genre Sami Zayn, entre autres, s'était blessé aussi au début du match, là, dans son entrée même. Mais ça avait une couple de fois qu'ils ont levé du monde contre Cena, puis ils gagnaient pareil en bout de ligne, ça ne changeait absolument rien. Mais Kevin Owens est arrivé, puis il a fait son statement contre Cena dans une promo. Puis plus tard après ça, dans ce match-là, c'est pas tant qu'il bat John Cena, vraiment, qui fait que c'est dans le top, dans ça là-dedans. Mais pour que l'époque, ce qui était intéressant, c'est qu'il avait battu Cena clean. Il n'avait pas fait de low blow, pas donné de coup de belt, il n'y a pas eu d'aide de personne. Il a fait le powerbomb, le pied 1, 2, 3, middle of the ring, puis c'est un upset, là, que tu veuilles ou non. Là. Fait que, pour vrai, moi, je trouvais que ça avait sa place là-dedans. Évidemment, comme je disais tantôt, avec les yeux de 2025, c'est facile de dire, ben là, on va arrêter over no matter what. Là. Mais pour l'époque, de le voir battre Cena clean, surtout, c'est spécial. Je l'aurais pas mis dans mes tops. Ben, je ne l'ai pas mis dans mes tops, mais c'est quand même une victoire intéressante dans le sens que Kevin Owens était perçu comme vraiment le gars des Indies par excellence. Là, je veux dire, le gars qui un bon prospect. Un très bon prospect, mais qui ne fitait pas tant avec la WWE dans son style. Puis Cena, ben, c'est des Ultimate Guy of WWE, c'est le Hogan moderne. Là. Fait que, tu sais, c'est pas un peu pour ça que Cena a déjà donné des victoires clean, mais il y a déjà aussi buryé du monde qui aurait pu avoir des victoires. Fait que pour ce point-là, je peux te le donner, ouais. Ouais, fait que c'est ça. Fait que on confirme que tu l'as pas dans ton top 10, fait que c'est parfait, on va t'en parler. Mais pour vrai, là, je trouvais que c'était important d'en parler. Puis, évidemment, mon numéro 10, tous mes numéros avant ça, c'était cool comme victoire, mais significativement, c'était pas la même chose que celle-là. Là. Fait que c'est ça qui est un petit peu plus dans mon classement. Je suis le premier gars que je trouve qu'à chaque fois qu'il y a des Québécois à WWE qui réussissent, tout le monde sont comme « sont tellement bons. Ouais, ils peuvent pas rien de mal. C'est ça, mais Owens et Zayn, c'est vraiment, selon moi, à la fin de leur carrière, ça va être les deux meilleurs Québécois à avoir été à WWE sans aucun doute. Oui, ils sont déjà là. Ouais. Pour moi, ça a mis une plus belle carrière, mais c'est discutable, je trouve. C'est discutable. Il y a pas. Pour moi, les deux sont pas mal égal, je te dirais. Là. Ah ouais? Ben, peut-être Owens un petit peu plus, même. Parce que Owens a déjà été World Champion. Il a déjà été. Il a fait des matchs contre Austin. Des affaires là même. Il a battu Cena clean. C'est des affaires là, que Sami Zayn n'a jamais faites. Là. Que même si c'est excellent. C'est sûr que côté in-ring, je te dirais que j'aime un peu plus Sami Zayn, mais Kevin Owens n'est pas mauvais non plus pantoute. Il est très bon. Même. Ah non, ok, bon, c'est ça, c'est sûr. Ouais. Mais j'ai l'impression que la storyline avec la Bloodline, puis le match à Montréal moi, je trouve que le match contre Reigns à Montréal, c'est un match historique. Là. Dans les plus grands matchs qu'on a eu au Québec, tout match confondu, il y en a eu beaucoup. Là, je pense que c'est dans le top 10 de tous les plus grands matchs qu'on a eu au Québec. Reigns contre Zayn. C'était spécial, là, tu sais. Toi, tu l'as vu, tu étais là, chanceux. Ouais. Moi, je l'ai écouté de l'hôpital, puis j'avais eu frisson. Sur place, c'était fou. Là, la foule qui criait, même à SmackDown avant, c'était autre chose. Là. Autre chose. Ça me dit, t'es chez moi, tabarnak. Ouais. C'est malade, ça le promo. Ouais, fait que c'est ça, fait que j'ai mis ça là, puis je suis d'accord avec moi pour mon affaire. Fait que là, on est rendu à ta numéro 6 à toi. Ta position numéro 6 à Marco. Ouais, c'est là tantôt on se tiraillait d'un match single, puis upset. J'en ai deux, moi, comme ça, dans le type Royal Rumble dans mon top 10. Et Maven, qui élimine Undertaker au Rumble 2002, c'est un des plus gros upsets parce que Undertaker, évidemment, il était dans les top storylines, c'est une légende. Maven, il n'y avait rien qui indiquait qu'il allait faire une storyline avec Taker après, puis qu'il allait monter, puis même à ça, on lui donnait pas grand-chance si ça arrivait. Ouais. Le fait que ce soit un gars de Tough Enough qui élimine Undertaker, tu sais, il aurait pu éliminer bien des gars avant Undertaker. Ça aurait pu être Chuck Palumbo, là. C'est ça aurait pu être plein de monde, là. Puis non, c'est le top dog qui élimine au Rumble. Puis moi, je trouve que c'est un moment là, que. Tu sais, moi, ma mémoire me fait souvent défaut, là, mais je me souviens de ce moment-là avec le popcorn après, puis la volée que Maven a mangée. Puis moi, j'aimais pas Maven. Aïe, man. Ah!
Puis toi, tu étais un gros fan de Maven à l'époque. Moi, je ne l'aimais pas, évidemment. Hein, go figure. Non, je trouve que c'est vraiment très important dans les moments du Rumble, mais j'ai mis ça dans des surprises parce que oui, c'est une défaite pareille pour Taker, mais c'est pas une victoire pour Maven, mais c'est une victoire pareille. En tout cas, si vous comprenez un peu ouais, le absolument. sens. Là. Ouais. Mais c'est gros, là. C'est très, très gros. Puis il y a quand même eu un petit peu d'aide aussi avant ça pour avoir que Taker soit distrait pour ça, parce qu'il y avait les Hardys puis Lita qui étaient revenus. Puis à l'époque, ça, c'est 30 ans que Taker il avait tourné il pas longtemps avant ça là, contre JR. Big Evil. Ouais, avec JR qui avait forcé JR à embrasser le cul de Vince, là, puis il était devenu ill. Fait qu'il commençait ça, puis il y avait son affaire où Taker faisait tant il pognait l'adversaire avec il mettait la chaise sur la gorge, puis il faisait tomber la chaise pour que le gars s'étrangle. Puis il avait take out les Hardys avec ça, puis Lita. Fait qu'il avait quand même commencé son heel turn, puis c'était quand même, tu sais, veut pas, il avait fait une coupe de heel turn avant ça, Taker. C'est pas une fois qu'il était heel dans sa carrière quand même, mais sinon, pour vrai, malgré qu'il y a eu un peu d'aide, c'était quand même le fun comme moment, puis évidemment, comme tu as dit, j'étais un grand fan de Maven, puis je le suis encore aujourd'hui. Puis c'est drôle parce que Maven, ça fait un petit bout quand même, il y a sa chaîne YouTube maintenant. Puis il a eu Taker une couple de fois en entrevue, puis il a fait le podcast à Taker aussi par la suite. Puis il en parle souvent de ce moment-là, il a fait sa carrière, puis qu'il parle aussi du chair shot, comme quoi que je pense que c'est l'affaire qui a fait le plus mal dans sa carrière, c'est ça, c'est ce chair shot-là de Taker. Fait que non, pour vrai, c'est un moment qui mérite d'être là. Puis comme de tantôt, nous autres, on a différencié un peu parce que tout, il y a une couple d'affaires qui sont des tag matchs, puis des rumbles, même. Moi, je ne l'ai pas vraiment mis. Fait que non, pour vrai, celui-là. Puis tu aurais pu facilement mettre aussi un match qu'il y a eu entre Taker puis Maven à SmackDown. Que Maven avait gagné contre Taker avec The Rock qui était venu l'aider. Count out, non? Non, c'était pour le Hardcore Title parce que Taker avait gagné le Hardcore contre RVD à Vengeance. Puis il y avait The Rock qui était venu aider Maven. Il a fait un Rock Bottom à Taker. Puis Maven il avait mis Maven dessus puis il l'avait piné. Fait que ça répète ça aussi comme surprise. Mais je pense que ça, c'est pas mal. Le plus de monde se rappelle de ça que de la victoire à SmackDown. Pas grand monde qui se rappelle de la victoire à SmackDown. Je peux confirmer ça. Mais, tu sais, là, tu me parles de Hardcore. Je suis comme, ouais, mais je me souvenais pas comment. Mais c'était assez vague un peu, là, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que non, mon numéro 6, puis je suis d'accord avec ça, même s'il n'est pas dans mes affaires à moi. Mais mon numéro 6 à moi, mais c'est quelque chose qu'on a parlé un peu tantôt. C'est avec le miracle de Milan, avec Enzo Marella, qui avait battu Umaga. Puis, fait que ça, on pourrait, on en a parlé un peu tantôt, fait que on ne reviendra pas trop là-dessus, là. Mais c'est important d'avoir dans le countdown le top 10 des upsets. C'est quand même quelque chose qui a mis Santino sur la map. Puis, non, pour Umaga, c'est le fun qu'Umaga, il y a quand même eu un certain push à un moment donné. Surtout sur l'affaire qui me fait plaisir parce que même quand il était dans Trent Warning avec Rosie, c'est quand même un stand-out du groupe. Là. Avec Rico. Puis il était bon. Là. Je me rappelle au début quand il avait commencé son Umaga, il avait filé contre Ric Flair, puis le monde n'était pas trop sûr. C'était genre, bon, c'est un autre Savage samoan qui va faire 2-3 victoires, 2-3 feuds qui va gagner, puis il va faire. Mais pour vrai, il était solide, puis il a fait ça, il a filé contre Cena dans l'excellent Last Man Standing au Rumble en 2017, je pense. Fait que non, pour vrai, ça mérite d'être là dans le countdown, puis je l'ai mis là. Umaga, là, c'est probablement in-ring skills le meilleur Samoan, d'après moi. Top 5. Ah ouais? Mais qui avant? The Rock? Ben là, je ne dis pas que lui est 5e, juste qu'il est dans le top 5. OK. Ben, tu sais, faut que tu mettes Roman là-dedans, même si c'est pas le meilleur, là. Tu sais, Rikishi était bon quand il voulait aussi. Rikishi, ouais. Faut que tu mettes The Rock. Luther, je parle, là. Ouais, Rock, ça serait 5e, genre, je te dirais. T'aimes-tu mieux j'aime quand même mieux The Rock dans le ring que Roman. Là. Moi, j'aime mieux Roman. Là. Ouais? Ouais. Parce que Roman, dans le ring, il est quand même boring. Là. Ben, ça dépend comment il est. En heel, il peut l'être un peu plus parce qu'il fait plus de chin-lock la fin de la même. Mais pour vrai, je trouve qu'il est comme lutteur professionnel, il est solide. Moi, mon problème avec Roman Reigns, c'était pas qu'il était pas bon. C'était parce qu'il perdait jamais la petite crise de belt puis ça devenait redondant. Mais sinon, comme lutteur in-ring, j'ai jamais eu de problème avec Roman Reigns. Même quand le monde chialait sur lui, quand il était babyface au bout, il était bon. Là. Ah, il est respectable dans le ring. Mais il n'est pas flashy, mettons. Il n'y a rien de flashy. Son dive, il est cool. C'est quand même pour le faire. Là. Ouais. Mais
Non, il est. Tu sais, mettons, il aurait pu être main eventer, puis il aurait pu vendre des tickets dans les années 60, 70, ça aurait marché, là. Ouais. Son in-ring style. C'est. Ouais, fait que pour vrai, non. Je ne pourrais pas par cœur de tous les Samoans. Peut-être Jacob Fatou pourrait avoir sa place là-dedans, peut-être aussi. Là. Ouais, il y a ça aussi, là. Ouais. Mais bon, c'est une discussion peut-être plus tard. Là. On va faire le top 10 de Samoa maintenant. Sinon, il y a Yoko aussi, tu peux mettre dedans. Ben, Yoko, moi, c'est mon. Pas mal un de mes. Ton top 1. Ouais, c'est mon favori. Mettons, si j'englobe tout, ça serait Yoko, Rock, Roman, Umaga. OK. Mon top 4. Fatou, Rikishi après. Rikishi avant, parce que Fatou, pour moi, Jacob Fatou, il n'a pas assez été là encore. Il est cool, mais il n'a rien fait pour moi encore. Ouais, mais là, on parle de in-ring. On parle pas de la longévité. Là. Ah ouais. Parce que sinon, tu mets Alpha et Sika dans le dedans, puis ils sont pas nécessairement les meilleurs lutteurs de la gang. Là. Les Usos aussi. Là, fait que... Non, il y a ça. Ton numéro 5 maintenant. Numéro 5, ben oui, c'est quelque chose que je me souviens très, très, très bien, encore une fois. Eddie Guerrero qui gagne le championnat WWE contre Brock Lesnar à No Way Out. Évidemment, je me tenais moins au courant de. J'allais moins voir les sites à potins, surtout quand c'était les pay-per-views, j'essaie de me garder des surprises. Là. Il y avait des problèmes avec Brock Lesnar qui quittait la compagnie éventuellement, mais c'est pas une raison de donner la belt nécessairement à Eddie non plus. Il aurait pu donner à n'importe qui d'autre sauf Eddie Guerrero. Il était très over. Je m'attendais vraiment pas à ce que Eddie gagne la ceinture. En tout cas, pas aussi rapidement dans où ce qui était rendu dans sa carrière. Puis je me souviens très bien de la soirée. J'étais au cinéma avec Kevin, au cinéma Star City. On était juste deux cette soirée-là. On avait été voir le show. Puis, tu sais, c'était un No Way Out. Fait que j'imagine que le monde était comme. La carte n'était pas super, me semble. Là, en partant, c'est un show SmackDown only. Là, fait qu'il y avait seulement Luther Reigns, Mark Shinrock dans la carte. Là, fait que... Ceux que j'ai mis dans mon équipe Survivor Series. Là. Ouais, ça. La semaine prochaine. Mais c'est ça. Puis j'avais été. Puis les deux, on était comme un. Tu sais, on était comme un peu tranquille. Ben, Kevin est toujours tranquille, mais je me souviens qu'on avait quand même popé quand il avait gagné. On s'avait regardé, on fait comme ah ouais. Puis la foule au cinéma qui était pratiquement boring, s'est levée d'une shot. Puis c'est comme Eddie, ça a été probablement ouais, ça aurait pu être facilement top 2, ça, parce que c'est gros, là. C'est gros. Ouais. Brock pour la belt en plus. Là. Très gros. T'es-tu curieux de savoir la carte de No Way Out 2004? Ouais. Angle Benoit, non? Ouais, je vais arriver là. Too Cool a battu les Basham Brothers. OK. Jimmy Noble a battu Nidia par soumission. Avais-tu son bandeau d'aveugle? Oui, c'est un blindfold match. Yes, all right. We're gonna Tag Team. C'est Benjamin a battu les APA. Hardcore Ali a battu Rhino. Ouais. Chavo Guerrero a battu Rey Mysterio pour gagner la Cruiserweight title. C'est le premier match, je pense, ça, non? Ça peut-tu? Non, c'est en ordre, ça, que je te dis. Ah, c'est en ordre? OK, ouais, je pensais. Non, c'est en ordre. Après ça, c'est Triple Threat match pour le number contender pour la WrestleMania 20, la ceinture. Angle a battu Cena et Big Show. Fait que Benoit était pas là. Benoit était à Raw dans ce temps-là. Ah oui, c'est vrai. Et dans le main event, c'est ça. Eddie contre Brock Lesnar. Fait que, tu sais, c'est pas mal 3 gros matchs, puis les restes, c'est genre, c'est encore c'est pas mal. Là, mais les matchs étaient bons. Je me souviens que SmackDown, il faisait des bons shows dans ce temps-là. Même les matchs que tu fais, c'est juste ces gars-là, donnaient des bonnes performances. Fait que, mais c'est juste que c'est moins sexy puis moins gros nom. Là. Puis le match à Heat, c'était Tajiri, Akio puis Sakoda. Akio qui était bien sûr Jimmy Wang Yang, qui ont battu Billy Kidman, Paul London et Ultimo Dragon. Même pas payé comme match de Heat. Là. Une équipe plus forte que l'autre. Là, ouais, je pense que oui. Puis c'est pas celle qui a gagné en plus. ouais, ils montraient Heat avant au cinéma, je pense. Hein? Ça se peut, ouais. Oui, ils montraient le countdown de show du Nord, je me rappelle. Ouais, OK. Pendant qu'on allait chercher notre Burger King pendant ce temps-là. Là. C'est que c'est le fun. Le bon temps. Oh, wow. Fait que Eddie qui bat Brock, c'était cool, c'était bien le fun. Il y a un peu de Goldberg aussi avant, là, qui avait spearé Lester. C'était dans le build pour les deux à WrestleMania 20. Il était pas dans la première rangée avec son ticket? Oh, il avait acheté un ticket d'Austin. Ouais. Austin, il y avait un billet pour toi, je te le vends. Puis il était juste là pour ce match-là. Fait que tu vois comment c'est un gros fan de lutte de Goldberg. Oui, hein. Mais ouais. Puis c'était cool. Mais moi, quand je vois Eddie et qui bat Brock, ça met beaucoup de parallèles entre
peut-être un petit peu moins, peut-être. Là. Mais un parallèle entre ça et Kofi Mania avec Daniel Bryan à WrestleMania. Je trouve que c'est le même genre de moment. Le gars qui est là depuis longtemps, qui bûche, puis que no matter what, qu'est-ce qu'il fait, il n'y a pas de World Title ou il n'y a pas de title shot pour la belt. Fait que ça semble pas mal. C'est sûr que Brock Lesnar et Daniel Bryan comme opposant, c'est pas mal différent. Là. Même si Bryan est excellent. Kofi on pouvait le voir un peu plus venir qu'il allait y donner. Là, tandis que Brock, c'était. Eddie, je te dirais qu'on pouvait le voir venir qui était pour gagner la belt. Là. Ah surtout avec l'application de Goldberg, là, que tu savais qu'il était pour faire de quoi. Là. Ouais, mais gagner une belt, c'est gros à l'époque de donner une belt à un gars comme Eddie. Là. Puis, apparemment, Vince l'aimait beaucoup, là, apparemment. Là, ben oui, il n'était pas le seul, la réaction de la foule. Puis les semaines avant ça, là, il a fait une promo contre Brock là, à SmackDown une couple de semaines avant. Là. Ouais. Ça, c'était dans le build où que Brock il avait engagé des mariachis, puis il avait le gros chapeau, là, puis il encore en tout cas, non, fait que c'est ça, je vois beaucoup de parallèles entre Kofi et Eddie, mais non, pour vrai, c'est un gros upset, puis je veux pas, fait que c'est intéressant qu'ils soient dans ton top 10. Ouais. Spoiler alert, il n'est pas dans le mien. Fait que voilà. Oh! C'est pas que je l'ai parlé plus, j'avais rien à dire pour plus tard, ouais. Là, on est rendu dans mon numéro 5. Quelqu'un qu'on a vu tantôt dans mon countdown qui a fait donner des. Qui a perdu un match pour aider une autre personne. Sheamus, qui bat John Cena. Je pense que c'était Extreme Rules en 2000 quelque chose, 2008, pour gagner le World Heavyweight Championship, le WWE title. Fait que, encore là, c'est une affaire qu'en 2025, tu vois, Sheamus a gagné plein de belts. On sait qu'il est fort. Mais c'est quand même intéressant qu'il a gagné la belt si rapidement sur le main roster. Là. Il était de main roster depuis pas longtemps avant ça. Puis je pense que la plus grosse chose sur le main roster, c'était contre Jerry Lawler avant. Fait que, donne une idée comment il a monté vite les échelons. Là. Ouais, puis il y avait un peu le même patte de bien du monde qu'il allait affronter Cena, puis tu sais, ils sont hot, ils affrontent Cena, ils perdent, puis ils reviennent un peu plus bas. Donc lui, il dirait qu'il l'a battu. Ouais. Un peu comme Owens, la différence que c'est Owens n'a pas gagné pour la belt, tandis que lui, il a vraiment gagné pour la belt. Fait que ça, c'est. Mais il y a une petite différence aussi là-dedans, c'est que Kevin Owens, il l'a piné clean. Ou non, c'était pas pour une belt, mais il l'a piné clean. Tandis que Sheamus, c'est un combat de table, cette affaire-là. Parce que c'est arrivé, c'est juste Sheamus qui a poussé Cena sur la table du top rope pour bloquer une superplex, puis il a gagné de même. C'est pas le même genre de cachet de victoire, mais pareil. Ce que tu perds en pinant pas Cena, tu le regagnes avec la ceinture, comparativement à l'autre. Il avait-tu gagné le mois d'après? Sheamus avait gagné le mois d'après aussi, non? Ou Cena avait gagné tout de suite? Je pense que Sheamus avait quand même un papier ring, je pense, après ça, avec la belt. Peut-être une couple de mois, je te dirais. Là. Parce qu'il a été très fort au début de sa carrière, là, tellement qu'à un moment donné, quand il est redescendu, moi je me souviens, je me demandais s'il allait remonter. Puis sa première année a été vraiment. Ça m'étonnerait même pas qu'il ait été nommé recrue de l'année par l'Observer ou peu importe. Là. Il y a eu une grosse première année chez Sheamus. Puis, tu sais, ça l'a aidé aussi d'avoir Triple H comme partner de gym. Là. Je dirais pas plus. Là. Ah oui, c'est son gars. Là. Ouais. J'essaie de voir rapidement. Il avait battu, c'est ça. Il avait gagné une Battle Royale Breakthrough avant ça à Raw avec. Quand c'est genre, je pense, un spécial légende. C'est un match Battle Royale qui avait Jesse Ventura puis Vince McMahon au commentaire. Quand même cool en 2007. Il l'a battu à TLC, c'est TLC au mois de décembre. Puis regardez la belt, il était champion de WWE 166 jours après son début. Fait que c'est quand même. C'est quand même bon. C'est mieux que Brock, là. Ouais. C'est fou pareil quand tu y penses. Là. Il a battu Orton au Rumble par disqualification. OK, il a perdu la ceinture au Chamber en février. Après, il a été éliminé par Triple H du match. Choqué. Ben, il avait perdu contre Triple H à Mania aussi, hein? Ouais, mais c'est ça qu'après ça, il avait fait. Il avait feudé. Non, il avait perdu contre Triple H à WrestleMania. Puis ça, c'est le lendemain que Shawn avait perdu son match contre Taker. Il fallait qu'il prenne sa retraite. Ouais. Tu sais, il avait fait le gros hug avec Shawn dans l'entrée. Au proche Titan Tron. Puis après ça, quand Shawn est parti, je vois que j'étais genre en train de. C'était genre en larmes un peu sur le bord, puis il avait reçu un coup de silage dans le dos de Sheamus. Là. Puis il a feudé encore par après. Là. Fait que non, pour vrai, c'est cool. Puis comme je disais tantôt, c'est même pas parce qu'il l'a pas piné, mais il a quand même gagné la belt pareil. Fait que,
Puis que le fait qu'en pressant 66 jours, gagne la belt, puis que c'est la plus grosse affaire qu'il a faite avant ça, c'est de mettre take out Jerry Lawler puis Jimmy Noble. Fait que c'est quand même bon. Il y a eu des bonnes rivalités chez Sheamus par la suite aussi. Là, il était bon. Ouais, puis avec du recul, c'est ça. Il a quand même une très bonne carrière après ça. Fait que pour vrai, je trouve que ça méritait sa place, même s'il n'a pas fini. Ouais. Numéro 4. Un autre Royal Rumble, moment du Royal Rumble, Chris Benoit qui élimine Big Show à la fin pour remporter le Royal Rumble. Chris Benoit qui remporte le Royal Rumble 2004, qui est, selon moi, avec Rey Mysterio, puis pas Daniel Bryan, il n'y a pas gagné le Rumble, Daniel Bryan. Non. Avec Rey Mysterio, c'est pas mal les deux plus gros Feel good moment de Rumble. Tu sais, Mysterio, on ne le pensait pas, mais Benoit, là, avec son charisme, oui, il était bon dans le ring, mais jamais j'aurais pensé que Vince aurait donné la belt à Benoit éventuellement. Oui, il y avait tout dans le ring, mais à la WWE, c'est important d'avoir un certain charisme, de parler. Benoit, de temps en temps, il avait un bon moment, mais c'était difficile. Moi, quand il a gagné le Rumble en 2004, j'ai fait « Oh, wow! » Puis quand ils ont annoncé le match Three-Way à Mania avec Shawn puis Triple H, qui était un excellent, qui avait gagné notre main event de WrestleMania, le tournoi. C'est fou pareil, quand tu y penses, là, avec les matchs des Mania main event qu'on a eu. C'était un méchant bon match, je me souviens. Puis, oui, tu peux te dire, c'est sûr qu'il va gagner 2 contre 1 contre Shawn et Triple H, mais il n'y a jamais rien de sûr. Quand Triple H et Shawn sont dans le match, ça parlait d'un bord comme de l'autre. Shawn aussi. Là. Shawn est capable de jouer ses politics aussi. Là. Ouais, mais c'est Triple H dans ce qui faisait plus ça que Shawn. Ouais, mais bref. Fait pour tout ce que ça a fait à Benoit dans sa carrière, d'être champion et tout, c'était, pour moi, c'était quasiment plus surprenant que Rey Mysterio parce que Rey avait un aura, il avait un. Tu sais, Benoit, c'était juste le bon lutteur, tandis que Rey, il avait comme tout autour. Là, puis Rey, Eddie venait de mourir, fait que, on s'en attendait un peu peut-être pour faire le hommage à lui pour ça. Là. Mais la seule affaire, par exemple, c'est que oui, tu sais, qu'il gagne le Rumble, c'est surprenant quand même un petit peu. Mais moi, je trouve pas tant. Parce qu'à l'époque. Parce que t'avais le premier? Il avait mis premier, puis à l'époque, il avait commencé à avoir un push, puis le monde commençait à être vraiment de son bord, vraiment d'aplomb. Là. Puis, tu sais, c'est un gars qui avait pas beaucoup de charisme, mais qu'est-ce qu'il perdait en charisme? Il l'avait 10 fois plus avec le reste. Là. La présence, le look, l'in-ring talent. Pour vrai, ce gars-là, il ne s'est jamais reconnu pour ça parce que malheureusement, il a fait des affaires stupides après. Là. Mais pour vrai, c'est un top 5 côté lutteur overall, peut-être, là, pour beaucoup de monde. Là. Puis je ne bombe pas personne qui penserait comme ça. Là. Puis ça, l'affaire, c'est qu'ils vont peut-être télégraphier avec le numéro 1. Là. Ça, je te dirais plus que d'autres choses. Là. Mais en même temps, c'est facile à dire avec des jeux de 2025 aussi. Là. L'affaire, c'est que tu as Vince aussi que, tu sais, mettons, tu arrives au Rumble, il est numéro 1. Vince peut bien caler un audible dans le ring en plein milieu du Rumble et dire non, il gagne pas finalement. Là. Fuck it, pal. C'est ça, c'est que c'était pas un gars que Vince que. Tu sais, Vince, de temps en temps, il donnait des victoires de même, mais on avait beaucoup d'espoir, puis souvent on était déçus. Fait que moi, c'est vraiment. Tu sais, c'est une victoire pour la foule. Une victoire à la Daniel Bryan, à la Rey Mysterio, à tous les gars qui n'auraient pas dû être là. Jey Uso, mettons, c'est une victoire de même aussi. Là. Ouais. Okay. Un mérite. Puis après ça, évidemment, rapidement, on parlait de ce qu'il a fait après un petit peu. Benoît, après ça, éventuellement, il y a eu son combat de championnat à WrestleMania que tu as parlé, qui a gagné. Oui, un moment que je me rappelle, ce match-là, c'est même sur l'acteur du ring, puis Shawn et Triple H, ils font une suplex sur Benoît sur l'autre table des commentateurs, puis là, tu penses, bon, c'est fini, ils vont aller finir ça entre eux autres dans le match, Triple H et Shawn. Mais non, il arrive après ça, puis je pense, mais je me trompe pas, Benoît avait la face pleine de sang aussi, là, dans le même. Ou c'est peut-être Shawn qui avait la face pleine de sang, je me rappelle pas quel des deux. Ouais, il y en a un qui saignait, ouais. Ouais, je pense que c'est Shawn, je pense. Puis il finit par faire taper Triple H. Puis ça, c'est une affaire que, en tant que Triple H hater, que j'avais manqué au cinéma, là, puis j'étais en tabarnak. Là. Ça, le pire, c'est qu'à l'époque, les 2 fois que tu vois, j'avais perdu un gros match à Mania, c'était contre Batista puis contre Benoît. Là. Puis les 2 fois, j'étais pas là. Ouais. Mais je me souviens parce qu'à chaque fois qu'on allait au cinéma, le main event, c'est Triple H. Souvent, puis à chaque fois, il gagnait, puis tout était en crise, puis moi, j'étais content parce que j'étais un fan de Triple H. Puis c'est ça, la fois que. Mais tu vois, par contre, j'étais quand même content que Benoît gagne comme Batista parce que Batista, l'histoire faisait tout du sens. Là, fait que... Oui, absolument.
Non, ça, c'est mon seul défaut, c'était ça, mais quand même, ça n'enlève pas que c'est une surprise pareille puis qu'il a fait des belles choses après. Là, puis aussi, on parle beaucoup du match à WrestleMania, mais il y a un rematch par après à Backlash. C'était à Edmonton où Benoît il habitait. Où il est né aussi. Il est né à Montréal, mais il est habité à Edmonton par après. Là. Mais non, un bon triple threat, parce qu'il avait fait le mois d'avant, il a fait taper Triple H, puis le mois d'après, il a fait taper Shawn avec le sharpshooter. Quand même back-à-back, 2 si gros triple threat qui gagnent contre 2 des meilleurs lutteurs au monde, même si j'aime pas Triple H. Fait que voilà. Là, on est rendu à mon numéro 4. Ça s'en vient, pas pire. Mon numéro 4, Hurricane, qui bat The Rock à Raw en 2003. Avec ça, pour vrai, là, ce mini feud entre les deux, là, c'était du fucking bonbon, man. Surtout les affaires backstage avec les deux, là, parce que Hurricane, il a le Rock avec son tiny dingling. Mais là, attends, avant d'en parler, même mon numéro 3, là, parce que c'est le même. Ouais, je sais, mais je ne l'ai pas faire ces lignes. Gars, moi, ça va être mon numéro 3, c'est ton numéro 4. Numéro 4, numéro 3. Numéro 3, numéro 4. Attends, je suis pas sûr, numéro 3 ou numéro 4? Numéro 4. Fait que là, on peut en parler allègrement parce que c'est ça. Toi, c'est ton 4, moi, c'est mon 3 après. Open Forum. Fait que c'est ça. Oui. Fait que non, pour vrai, puis évidemment, quand même que Gagnon, on s'en rappelle, là, il a fait le People's Elbow, puis je l'ai regardé il n'y a pas longtemps, ce petit segment-là, pour me rafraîchir la mémoire un petit peu, même si je le savais. Puis c'est hot en crise comment ils ont fait ça. Parce que Rock, il fait son People's Elbow, il fait son taunt, puis là, il va en haut pour enlever son coude, il fait fuck you, mangez de la merde, vous n'aurez pas mon coude, parce qu'il était Hollywood Rock. Puis il arrive, il fait son move de People's Elbow. Il va d'un bord, il saute par-dessus, puis aussitôt qu'il saute par-dessus, le glass breaks, puis c'est Austin qui arrive. Puis là, The Rock, il arrête ce qu'il fait, puis il fait « Ah, mon tabarnak, puis tout. » Puis pendant ce temps-là, Hurricane, il fait un petit roll-up à The Rock pour pinner 1, 2, 3. The Rock capote. Puis ce qui est drôle là-dedans, c'est que quand Hurricane sort du ring, il y a Austin qui est dans son chemin un peu, puis Austin fait juste mettre sa main pour pas qu'il le frappe. Puis il y a un gros smile d'en face. Puis pour vrai, cette victoire-là, c'était vraiment un feel-good moment. Puis moi, pour vrai, Hurricane, j'ai toujours eu surtout en Hurricane, là, en H&M, je l'appréciais beaucoup parce qu'il était bon lutteur, mais en Hurricane, là, je trouvais que son personnage de super-héros était sa coche, puis il était tellement divertissant pour vrai. Là, fait que qu'il batte The Rock de même, je trouvais ça fucking cool en plus de trouver bien le fun. Ouais, Hurricane, évidemment, nous autres, on en a entendu parler souvent dans notre jeunesse parce que Kevin tripait bien raide, c'était son lutteur préféré. Fait qu'évidemment, pour ceux qui nous connaissent, quand on a fait la lutte, Red Rampage était basé pas mal sur Hurricane. C'est pas mal une copie. Kevin, lui, c'était Hurricane puis Alex Shelley. Quand même niché quand tu regardes ça, là, pour cette époque-là. Là. Sting. Ouais, Sting, Sting, ça a jamais été. Ça a toujours été son top, mais. Fait que, il nous en parlait souvent. Et oui, Hurricane, il était parfait. Là, tu le mettais avec Kane, tu le mettais avec c'était avec Rosie qui était à un moment donné. Ouais. Fait que, tu sais, Molly Holly, c'est un bon lutteur, c'est un bon cruiserweight. Il pouvait faire des bons matchs tag team. Tu pouvais le mettre de temps en temps contre des plus gros gars. Il y a une bonne psychologie dans le ring aussi. Puis, tu sais, battre un gars de la trempe de Rock, que non seulement c'était déjà un Hall of Fame à l'époque lutte, mais il commençait à être gros Hollywood. Fait que, tu sais, il commençait à être plus à Hollywood. Fait que, puis, tu sais, ça l'a rien fait à la carrière de Hurricane. C'était vraiment un feel-good moment. Là, c'était vraiment pour faire chier Rock dans sa rivalité avec Austin. C'était pour WrestleMania 19, ça, c'est ça? Ouais. Ouais. Fait que, tu vois, des fois, je m'en souviens. Mais non, c'était vraiment, vraiment... tu sais, oui, souvent... Mais moi, j'aime ça. Ce que j'aime de la lutte, c'est que de temps en temps, ils vont te faire des near falls. Puis de temps en temps, faisant une victoire de même, juste pour te dire, hey, ça peut arriver. Qu'il y a une chance, c'est ça, ouais. Ça, c'est rare quand ça arrive. Ouais. Vraiment. Vraiment, vraiment cool. Puis évidemment, comme je disais tantôt, la rivalité entre les deux, même si c'était très court, c'était divertissant. Fait que, allez voir ça sur YouTube. Là, si vous avez la chance de voir les promos Rock Hurricane backstage, là, sont sacoches. C'est tellement drôle. Il y a un best-of sur YouTube de ça que tu cliques dessus puis ils descendent toutes, me semble, je me trompe pas. Ça se peut. Puis, tu sais, il y avait ça, puis à l'époque, puis il y avait aussi quand c'était Booker T puis Goldust. Là, ça, c'était les meilleurs moments de Raw, côté comique, là, c'était dans ce temps-là. C'est bon comic relief. Hein. Ah, c'était sick. Fait que là, on a fait mon 4 et ton 3. Fait que mon numéro 3 à moi, Owen Hart qui bat Bret Hart à WrestleMania 10, clean as a whistle, après un victory roll qui a counteré en pin. Puis ça aussi, c'est une affaire qu'en 2025, on voit ça les yeux 2025, puis on se dit, ben là, Owen a fait une bonne carrière, mais à l'époque, qui bat Bret clean de même 1, 2, 3, là, c'est fucking insane. Là.
Ouais. Tu shakes ta tête un peu. Puis tu sais qu'Owen, c'est un de mes lutteurs préférés. Brett, c'est le gars que je respecte le plus dans le ring. Mais pas tant surprenant, parce qu'en partant, c'est 2 frères. Qui donne une victoire à son frère, ça fait du sens là, que Brett mette over son frère. Là. Oui, il est plus avancé dans l'hierarchie de la WWF, mais pas tant surprenant. Moi, je trouve que pour gagner du heat et pour faire élever son frère. Ouais, mais quand tu prends en ligne de compte que l'affaire plus importante que Owen a fait avant ça, c'est Pat Skinner WrestleMania 7. Ben, je comprends, oui, mais. C'est ça, comment oui? Je sais pas. Je Non, trouve que mais ça fait du sens. c'est un shock. Non, moi je trouve que c'est un shocker total qu'Owen le bat. C'est un tag team wrestler à peine là, dans ce temps-là. Là. Il n'avait pas fait une coupe de match avant ça pour dire comme quoi qu'il était sur le path pour devenir un main event wrestler ou un top of the card. Là. Moi, mais c'est gros. C'est gros pour la carrière de Owen. Puis de... Ça, je l'enlève pas. C'est une très, très, très grosse victoire. Là. Mais est-ce que ça me choque? J'ai hâte de voir ce que les gens vont en penser de ça parce que est-ce que ça me choque pas tant? Mais c'est un des meilleurs matchs de tous les temps de WrestleMania. Je sais que toi, c'est ton meilleur. Là. Fait que un de tous les. Ben, je dis WrestleMania, mais tout court aussi. Là. C'est le meilleur opener jamais, ever. Là. C'est sûr. Ça c'est minimum. Fait que non, moi je trouve ça à sa place là. Puis évidemment, c'est facile à dire avec 2025, mais Owen Hart, ça l'a propulsé vraiment vers le top. Puis il a fui avec Brett après avec le combat de SummerSlam, le combat de cage. Puis vas-y. Mais j'ai une question pour toi. Ouais. Est-ce que ton émotion et ton amour pour Brett et les Hart, ça a-tu joué dans la balance ou t'es capable de te séparer ça? Non, parce que c'est vraiment. À l'époque, c'est vraiment surprenant parce que Owen Hart avait fait fuck all avant ça. Là. Il avait absolument rien fait. Il y a eu une grosse victoire. Il n'a pas battu personne. Tu peux dire peut-être que ça aurait été un peu télégraphié avec Survivor Series 93. Là, le fait qu'il était en crise contre Brett et tout ça, qui était pour feuder contre. Mais à part ça, là, je trouve que. Il n'y a rien qui nous a fait croire que Brett. Owen aurait pu perdre le match aussi. Puis il est quand même il va être IC title that's it. Là. Mais il sait qu'il gagne le match, puis il a battu clean aussi, le Brett. Là. Il n'a pas utilisé les cordes, il n'a pas pour les têtes, il n'a pas fait de low blow. Il a battu 1, 2, 3. Il a counteré un move de lutte de Brett pour le battre clean. Là. Ben, je pense que c'est un peu ça le but aussi, c'est que pour dire qu'il était capable de in-ring, prise pour prise, de le battre. Puis le fait que ça soit à Mania, parce que c'est son seul match qu'il a gagné contre Brett, hein? Ouais, mais tu sais autant que moi que de lui, des fois, quand c'est logique, ça ne veut pas dire que ça va arriver pareil. Là. Ah non, 100%. Surtout à l'époque, c'était quand même très. Tu avais besoin d'aller chercher des sous avec ton meilleur, puis c'était Brett. Fait que. Est-ce que c'est sa seule victoire contre Brett, single? Je pense que oui, hein? Ben oui, importante surtout. Là. Que, je pense en pay-per-view, mettons. Là. Ouais, un pay-per-view. Il a pas de grand match single contre Brett, à part celui-là, puis SummerSlam. Là. Il n'y a pas un troisième avant le cage match? Ben, il avait feudé il avait fait une couple de matchs à Raw. Là. Il y a un Nose Bar match entre les deux que Brett a gagné. Mais sinon, Owen n'a pas vraiment battu Brett à part ça. Là. OK. Mais c'est cool que sa seule victoire, ça soit à WrestleMania, justement. Elle a plus d'importance et plus de yeux sur Owen aussi. Là. Mais c'est arrivé à pas un pay-per-view, là, mais c'est arrivé à un casting vidéo. Maintenant aussi, il y avait un match, un Lumberjack match avec Brett et Owen. Puis Owen avait piné Brett au début à cause qu'il y avait Nyhart qui avait tombé dans le dos de l'arbitre puis des Lumberjacks. Là. Puis il avait piné, il avait gagné la belt. C'est ça la photo que tu vois avec Owen Hart, qui est la World Title, la WF Title, la Winged Eagle. C'est d'après ce match-là. Là. Ouais. Fait que non, ça arrive une fois sur casting vidéo, mais sinon, à la télévision ou en pay-per-view, c'est jamais arrivé à passer cette victoire-là pour Owen. OK. Fait que là, on est rendu à ton numéro 2, right? C'est bon, ça va vite. T'en as parlé tantôt, Rey Mysterio Jr. contre Kevin Nash. On a toujours été plus des WWF guys parce que c'était plus facile. C'était là avant WCW, puis c'était plus accessible pour nous autres. Mais évidemment, avec les soirées américaines, RDS, avec tous ces trucs-là, quand j'ai commencé à suivre un peu plus la WCW, quand c'était accessible pour moi sur le câble, Rey Mysterio qui bat Kevin Nash dans ma mémoire, dans mon historique de la WCW, c'est dans le top de la liste. Avec la streak de Goldberg, avec Goldberg qui perd, avec le heel turn d'Hogan, c'est probablement dans mes top 10 moments de la WCW que moi j'ai vécu. Là. Parce que je suis conscient qu'il y a des Dusty Rhodes, Ric Flair à Starrcade, puis des affaires la même. Là. Mais pour moi, c'est un moment là, qui a complètement changé ma façon de voir. Puis je suis très traditionnaliste, puis j'en parle souvent, là, que
quand le gars est trop petit, il ne devrait pas battre le gars parce que des fois, ça me gosse un peu. Ouais, Mais ouais. cette victoire-là est vraiment shocking pour moi. Là. C'est jamais, surtout pas avec mes yeux d'adolescent, j'aurais pensé voir ça. Puis Ray, je le trouvais calissement cool. Kevin Nash, Ouais. je l'aimais au bout parce que Mhm. la NWO, c'était cool, c'était le moment. Fait que, non, une des plus grosses affaires que j'ai vues de mes yeux d'enfant, d'adolescent. Ouais, puis rajouter à la surprise, c'est qu'il a battu avec un genre de roll-up, un sunset flip qui a contré après le power. Non, il voulait faire le powerbomb, puis il a eu une coupe de shots à la tête, puis il est tombé en pin. Là. Fait que c'est quand même le fun intéressant là-dedans qu'il l'ait battu comme ça. Puis j'ai parlé tantôt pourquoi que moi, c'était dans mon top 10, mais il n'était pas aussi haut que toi. Là. Ouais. Je critique pas ta liste, là, mais je trouve que c'est un peu haut, je trouve. En même temps, tu l'as dit, tu as peut-être un attachement émotionnel à ce match-là plus qu'un autre. Là. Mais... Ouais, solide. Mais il y a un match que je peux le dire tout de suite que je ne l'ai pas mis, puis j'ai comme, je pense, oublié entre deux matchs. Là. Mais il y a un match que j'aurais fait descendre. Je ne sais pas lequel, il faudrait que je check. Un match que j'aurais peut-être sorti de la liste pour mettre en 3 Mankind contre. Quand Mankind a gagné la ceinture à Raw. Là. Contre The Rock, ouais. Contre The Rock, je pense que ça aurait mérité d'être dans mon top 5. Là. J'ai peut-être un peu manqué le bateau là-dessus, mais je le mettrais comme mention honorable. Mais pour moi, c'est un petit gros moment que je me souviens. J'étais où, à quel endroit, qui était là à ce moment-là. Encore là, c'est plus gros pour le moment, peut-être que d'autres choses, parce que Mankind, sa place était setée. Là. Oui, mais Mankind, World Champion à WWF dans les années 90, pas tant, là. Pas tant. Ouais. Je comprends, oui. Je comprends. C'était pas un Vince guy dans le sens comme, tu sais, mettons, Mankind, Daniel Bryan puis Kofi Kingston, tu peux les mettre dans le même bateau, là, quand ils ont une World Champion autour de la. Puis là, je parle pas de la World Heavyweight, je parle de la WWF, là, tu sais. Ouais. Fait que, ouais, c'est ça. Okay. Puis là, pour mon numéro 2, ben, c'est le fun parce que là, tantôt, ton numéro 9, toi, c'était ça. Bon, mon numéro 9, c'était ça. Là, ton numéro 2, c'est ça. Fait que mon numéro 2, Brock Lesnar contre Undertaker. C'est fou pareil, hein? C'est malade, ouais. Mais c'est ça qui est le fun, c'est qu'on voit pas la chose pareille. Fait que c'est ce qui rend le podcast le fun. Ouais. On a parlé tantôt, là, pas mal, mais encore là, c'est le moment qui fait beaucoup aussi la chose là-dedans. Là. Parce que, tu sais, oui, tu l'as dit tantôt, ils l'ont fait souvent l'affaire. Peut-être ce gars-là a une chance de battre la streak, peut-être qu'il va le faire. Mais dans ces années-là, il parlait un peu moins parce qu'on disait que c'était sûr qu'il était pour gagner. Il fait tout le temps ça. Fait qu'on va arrêter d'y croire à un moment donné. C'est comme n'importe quelle niaiserie. Si tu n'arrêtes pas de nous le dire à tous les fois, puis ça n'arrive jamais, bon, maintenant, on va faire, bon, ça n'arrivera pas. Fait que, puis le fait qu'il a fait ça, puis qu'il a épiné clean, puis que ça n'a pas sorti d'un spoiler, ça n'a pas sorti d'un dirt sheet, comme quoi que Taker perdrait contre Lesnar, il y avait des chances. Il n'y a personne qui en parlait, vraiment personne fuck all. Puis c'est vrai, ça. avec le moment, puis tout, comment c'est arrivé, que la réaction de la foule avec le gars, là, on va dans le thumbnail, là, pour qu'il a fait la bouche la grande ouverte, puis tout le monde capotait. Là. Même, je pense que c'est ça en ce moment qui joue dans l'arrière de moi. Ah, wow. Ouais. Puis pour elle, le moment, ça coche. Puis tu sais, oui, beaucoup de monde chiale. Il aurait peut-être pas dû battre la streak. Mais c'est pour des moments comme ça qu'ils font ça, les enfants de même. Tu sais, oui, c'est discutable après, comme quoi que Brock aurait peut-être pas dû. Mais Brock, là, c'est facile à dire à Star parce qu'après ça, il a monté au top et tout. Mais quand il est revenu, Brock Lesnar, là, il n'était pas le Brock Lesnar comme il était aujourd'hui. Il avait perdu contre Cena quand il est revenu. Il a fait contre Triple H que c'était 50-50. Il était pas super bon non plus. Ouais, je sais. Il a commencé à descendre. C'est ça qui l'a remis au top. Là. Après ça, c'est après ça qu'il a battu Cena avec les 16 German Suplex, qui a remonté au top pour connaître le Brock Lesnar qu'on connaît aujourd'hui. Mais il avait besoin de ça, Brock, à l'époque, parce qu'il commençait à redescendre. C'était un gros lutteur, un gros nom, mais il ne gagnait pas tant que ça à cette époque-là. Tu vois que tu le présentes comme ça avec les rivalités, ouais, tu as raison. Puis c'est vrai qu'après cette victoire-là, c'était comme genre. C'était déjà un gros nom, mais là, c'est devenu l'attraction au même niveau que quand Rock est là, quand Austin est là. C'est rendu ça à Starbrook. Là, Puis pour le moment, comment c'est arrivé, puis tout. Puis je me rappelle, parce qu'on l'avait écouté sur WrestleMania, on était ensemble chez vous, là, puis on l'avait regardé, puis on savait tout, là, on dit, il va kick out, c'est sûr. Puis quand il n'a pas dégagé, là, on avait la même réaction que le monde qui ont montré par après à la télé. On capotait, là, on était juste nous deux, en plus, on capotait notre vie, on avait goosebumps, pour dire, oh non, qu'est-ce que c'est ça? C'est ça. C'est ce qui rend le tout le fun. Puis après ça, ben, quand ils ont montré le gars avec ses yeux ronds de même, là, on va mettre le thumbnail, là, parce que, ça va remonter le thumbnail. Voilà. Ouais, c'est malade.
Puis je sais pas si tu as vu plus tard, là, il avait rencontré Taker dans une convention, puis il a fait le contraire. C'est Taker qui avait la face de même, puis l'autre était pour comme vrai? ça. Ah ouais, j'aurais dit à sortir. Fuck, avoir su. Pas grave, c'est nice. Ça. Ouais. Fait que non, c'est ça. Fait que non, pour vrai, c'est tout le mi-neuf. Je comprends ton raisonnement, tu m'as expliqué tantôt. Je peux comprendre, mais avec le moment, puis le fait que ça soit avec la suite de Taker, puis qu'il a battu clean en plus, c'est dur de pas mettre ça genre numéro 1, numéro 2. Là, fait que, ouais. Mais en tout cas, peu importe le numéro, ça reste un méchant gros accomplissement. Ça, c'est sûr. Puis là, bien évidemment, on va faire un roulement de tambour pour la position numéro 1 ou on. Attends un peu. On l'a-tu, le roulement de tambour? Ben oui, là, c'est sûr. Et voilà! Hey! On a le même en plus. Wouhou! Ouais! On se rejoint à la fin. Ouais. Razor Ramon contre le Kid. C'est bien important. Oui. Le Kid. Parce que c'était pas un touch Kid. Dans le temps, ben, il gagnait pas. Fait que c'est ça. Fait que pour vrai, à Raw en 93, d'un début de Raw, là, je pense au mois de mai, là, fait que c'est quand même pas 6 mois après que ça a commencé. Il y avait un match, à un moment donné, c'était Razor Ramon, il arrivait pour un match bien normal. Là, il va squasher le gars. C'est facile, il est tout petit. Puis non, et ce qui est arrivé, c'est que Razor était un peu trop cocky. Il le relevait, je pense qu'il le relevait après un move. Il faisait son arrogant. Un moment donné, il l'envoie dans le coin, l'autre il counter. Razor se pète la face sur le poteau. Il vient tout groggy un peu. Il reçoit un moonsault, 1, 2, 3. La place capote, elle érupte en standing ovation quasiment. Qui capote, puis les commentateurs qui ne reviennent pas, il y en a qui disent « il a triché! » Puis pour vrai, ce moment-là, c'est insane. Puis ce qui est pas là-dedans, c'est qu'il avait seté un petit peu là, pour le 1-2-3 Kid parce qu'il a fait une coupe de match à Raw dans les job match. Il avait perdu contre Mr. Hughes, il avait perdu contre Doink, il avait perdu contre Kamala. Il avait buildé là, comme quoi que c'était un jobber qui était récurrent, qui revenait. Fait que c'est pour ça que le fait qu'il ait fait ça, c'est encore plus spécial parce que c'est pas un gars qui a mis Out of Nowhere puis on ne le connaît pas pantoute puis il gagne. Là. Il avait seté un petit peu avant ça. Là. Puis ce moment-là coche toutes les cases d'un upset. Ouais. Tu sais, on s'en attend pas. Un gros gars qui va être poussé. Tout ce que ça a fait pour sa carrière après ça, parce qu'après ça, il a juste monté dans les échelons de la WWF. Là, ça peut être un nom. Ça l'a aidé dans sa relation avec Razor, Kevin Nash, et éventuellement la clique. Puis ce qui l'a aidé aussi, c'est que les politiques backstage, c'est normal. Là, il est avec des amis qui sont puissants. Fait que tout ça mis ensemble, puis il a fait des très bons matchs. Puis que, je veux dire, tout ça, il a coché tous les cases. Il n'y a rien. La seule affaire qui manquerait peut-être, ce serait pour une ceinture. C'est la seule affaire qu'il n'y a pas. Mais pour tout le reste, puis c'est en 93. Aujourd'hui, tu dis ça à n'importe quel fan de lutte qui se respecte, se souvient de ce moment-là comme si c'était hier. Ouais. C'est gros, là. C'est gros, très gros. Puis, tu sais, il avait signé le 1-2-3 Kid par avant. C'était un gars qui était vraiment bien coté ses Indies là, avec Jerry Lynn, là, je pense à AWF, à Minneapolis, Minnesota. Il faisait une grande série de matchs. Puis, ce qui est drôle là-dedans, c'est que le monde ne savent peut-être pas, c'est qu'à l'époque, c'était le 1-2-3 Kid qui était le heel dans ce match-là. Il était heel dans ce temps-là à UWF. C'était pas un babyface comme qui était à WWF où le plucky underdog qui gagne jamais. C'était vraiment genre un heel cocky, là, vraiment un son of a bitch. Ce qu'on a pu voir un peu plus tard dans sa carrière, qui était capable de jouer des bons heels aussi, là, parce que très, très bon dans son rôle. Puis il ne faut pas négliger aussi là-dedans, c'est la réaction de Razor Ramon. Ça l'a mis encore plus parce qu'il était en tabarnak. C'était pas genre j'ai perdu d'attitude. Il avait capoté sa vie. Puis c'est vraiment un assez bon moment. Puis ça prouvait que tout pouvait arriver à WWF. Oui, exact. Puis la grandeur aussi, c'est un peu un Kevin Nash Rey Mysterio. Là, il n'est pas très grand, le kid. Là. Non. Fait que ça c'est un gars qu'un jour, je ne sais jamais, là, que j'aimerais rencontrer parce qu'il en reste plus gros, là, des gars. Puis c'est peut-être le plus accessible de la clique. Là. De ce qui reste, là, je pense que c'est le plus accessible. Là, sympathique aussi, j'imagine. Le pire, c'est que je pense que oui. Je pense que c'est plus sympathique. Sûrement. Là. Triple H est sympathique juste parce qu'il n'y a pas le choix. Là. Mais moi, on m'a dit que oui. Entre les branches, puis je l'ai vu vite à Maple Leaf Wrestling, Billy Gunn. Il n'y a pas rapport avec la clique, mais dans cette gang-là. Apparemment que c'est le plus sympathique puis le plus ouvert de toute la gang. Triple H? Non, Billy Gunn. Ah, Billy Gunn, ouais, mais ça doit, j'imagine. J'ai jamais entendu quelqu'un parler mal de Billy Gunn à ce que je sache. Là. Ouais, fait que... En même temps, c'est peut-être parce que c'est Billy Gunn puis prêt de casser à la gueule. C'est peut-être ça aussi. Là.
Ouais, le monsieur, il est imposant, on va le dire ça. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que dans le numéro 1, mon numéro 1, mais c'est ça, c'est le même. C'est le Kid qui bat Razor Ramon. Puis après ça, le Kid, c'était pas mal le grand chum de Razor. C'est son petit buddy, mettons, si on veut. Là. Puis une affaire aussi qui est intéressant, c'est que par après ça, One, Two, Three Kid, il y a eu ce nom-là, puis après ça, par. Je pense que c'est. Si je me trompe pas, je pense que c'est Brett qui a donné le nom One, Two, Three Kid à la télévision. J'ai déjà vu ça dans un shoot interview, me semble. Ouais. Parce qu'il niaisait, il disait 1, 2, 3, la fois il faisait 1, 2, 3, 1, 2, 3 pour les carrer. Parce que dans le même temps qu'il y avait c'était dans le bout de King of the Ring 93, la première ronde, c'était Brett contre Razor dans la première ronde. Fait qu'il avait niaisé avec ça un peu. Il disait si tu peux pas battre lui, qu'est-ce que tu dis qu'il va pouvoir me battre moi, Bret Hart, ce qui est quand même vrai pareil. Là. Ouais. C'était cool. Puis pour vrai, non, ça l'a mis sa map 1, 2, 3 Kid vraiment là-dessus d'aplomb. Puis c'est intéressant. Puis ça, j'allais presque oublier. Après ce match qu'il a gagné, après ça, il avait fait une rivalité Razor contre Money Inc. avec DiBiase et IRS. Ouais, il avait niaisé comme quoi, Chris, t'as perdu contre lui. Fait qu'à cette heure, on va t'engager comme pour nettoyer nos toilettes à la maison. Puis c'est ça qui avait commencé le face turn de Razor Ramon. Puis aussi, il y avait ça un match avant ça. C'était il avait mis de l'argent dans un sac avec One, Two, Three Kid. Puis il disait je mets 150 000 si tu m'affrontes. Puis là, il voulait pas. Puis je pense que c'était 500 000 un moment donné, puis il est parti avec l'argent. C'était-tu dans le même temps qu'il y avait l'affaire avec la couche aussi? Là? Non, ça, c'est en 96. Ça. Ah, c'est plus loin, ça. Okay, bon. Mais tu sais, le 3-pack qui avait sorti de Raw avec Razor, 1, 2, 3 Kid, puis Taker, le sac d'argent, mais c'est ce match-là qui parlait dedans. Puis ça revenait à mon point que je voulais dire original. Ça, par après la feud avec Money Inc., mais pendant la feud contre Money Inc. avec Razor, il y avait un match à mener à Wrestling Challenge, je pense que c'était DiBiase contre 1, 2, 3 Kid. Puis DiBiase, parce que Razor il est arrivé ringside pour encourager le Kid pour gagner. Puis il est arrivé, genre, DiBiase, il a fait le $1 Million Dream, puis il l'a lâché, puis il l'a droppé à terre. Puis il a fait attends, il va te montrer comment on fait ça, Razor Ramon. Puis il avait fait ça, c'est un de mes pins que j'aime le plus, là, qu'un cocky pin. Tu sais, le gars, il est couché à terre, puis le gars fait juste mettre ses deux bras comme ça, puis il se drop dessus. Puis l'autre fait juste pogner les deux bras avec sa jambe puis son bras, puis il fait le crucifix pin, 1, 2, 3. C'est un beau pin, ça. Il avait battu DiBiase de même, je pense 2-3 semaines après ça. Fait que c'est quand même intéressant de voir que non seulement il a battu Razor, mais il a battu DiBiase par après, puis ça l'a encore plus mis encore plus haut. Oui, ça a été vraiment. Il a vraiment été propulsé par ça dans sa carrière, dans ses contacts, dans tout. Fait que Kid et Razor Ramon, numéro 1 pour nous deux, dans ce top 10 des upsets de tous les temps. Exactement. Fait qu'une couple de différents. Puis, mais en bout de ligne, on se rejoint quand même pas mal avec le pourquoi du comment qu'on a ces positions-là dans notre classement. Oui. Puis n'hésitez pas, si vous écoutez le podcast, ceux qui commentent souvent, mettez-les, que ça soit partout. Là. Spotify, Balado Québec, sur Apple Podcasts, YouTube, Facebook, Instagram, peu importe. Ouais, partagez-les, puis dites-nous vos top 10, ou peut-être pas forcément vos top 10, peut-être votre préféré ou votre 2 pour 2 préférés. Là. Ce qui vous tente. On n'est pas chérant, fait que dites-nous ce qui vous intéresse. C'est bon. Bref, c'est conclu le podcast. Fait que Marco, rapidement, les derniers rendez-vous qu'on a eu, c'était ça. Oui, la semaine passée, c'était Mick Foley, la biographie évidemment, de la légende du Hardcore. On a eu aussi, ça va être la semaine prochaine, ça va être le top 10 des meilleures équipes Survivor Series de tous les temps selon nous, évidemment. Et on a le tournoi interactif pour voter votre meilleur thème de Raw sur Facebook et Instagram. Allez voter, ça sort à midi à tous les jours, du lundi au vendredi. Et à travers la table, les rendez-vous de semaine avec les entrevues, les quiz et tout ça. C'est 20h30 live sur Twitch, Facebook et YouTube. Parfait. Fait que tout est dit, mesdames et messieurs. Fait que bonne semaine. On se revoit mardi pour à travers la table. Mais d'ici là, merci Marco d'avoir été là pour le podcast. C'est très plaisant. Merci DJ. Fait qu'on se reprend la semaine prochaine avec d'autres podcasts. Mais d'ici là, important à la maison, n'oubliez pas. Arriba!